Cette vidéo va être absolument incroyable parce qu'elle mélange deux choses que j'adore, la littérature et l'astrologie. Bon, il y a peut-être une des deux disciplines en laquelle je crois plus, je vous dirai pas c'est laquelle. Bah quoi, la littérature c'est super fiable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tenter un concept un petit peu différent. Je vous recommande des classiques en fonction de votre signe astro. Comment j'ai procédé? Je suis allée voir sur internet la description et la personnalité de chaque signe astrologique et j'ai décidé d'attribuer un classique pour chaque signe. Je ne me prétends absolument pas expert de l'astrologie, bien évidemment. C'est pour ça que je me désolidarise complètement de ce qui va être dit sur chaque signe astrologique. C'est pas moi, c'est le site internet. Et si c'est moi qui le dis, ne faites pas attention non plus. Bah quoi, le truc le plus important, c'est quand même ce que je dis sur chaque œuvre. En tout cas, je pense qu'on va bien rigoler dans cette vidéo et donc je te conseille de rester et on part pour le premier signe. J'ai décidé de les prendre dans l'ordre dans lequel ils apparaissent durant l'année. J'ai décidé de vous lire la description que le site internet fait de chaque signe, comme ça on est tous d'accord. Le Capricorne n'est pas un être réputé pour sa forte sociabilisation. Il a besoin de beaucoup de temps pour se sentir à l'aise. Ce signe est souvent dépeint comme pince sans rire, voire pète sec. En fait, il a surtout besoin qu'un cadre et des limites soient posées. Le Capricorne aime contrôler son image, son environnement et son comportement. Aussi, il ne laisse la place à aucun débordement, même lorsqu'il se trouve en situation de se divertir. Il est incapable de lâcher prise et de s'abandonner au mouvement général. C'est pour cette raison qu'il apparaît très rigide dans sa manière de se comporter en société. La vérité, c'est qu'il a surtout peur qu'on exploite ses failles. Il fait donc en sorte que personne n'ait de prise sur lui. Franchement, les Capricornes, vous prenez trop cher. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il aime vivre dans un cadre avec des limites qui sont clairement posées, qu'il est un petit peu en marge de la société et qu'il aime beaucoup réfléchir sur celle-ci. Clairement, pour vous, les Capricornes, il vous faut un peu de philosophie. Vous n'êtes pas dans l'émotionnel, vous avez vraiment besoin de réfléchir et surtout de prendre votre temps. Et c'est ça qui m'a orientée vers la recommandation que je vais vous faire, qui n'est nul autre que les essais de Michel de Montaigne. Il s'agit d'un groupement d'essais philosophiques et littéraires qui sont parus en 1580. Les essais sont constitués de 3 livres avec une centaine de chapitres. Autant dire que Montaigne, il prend vraiment le temps de réfléchir, de se poser et de structurer son argumentation. Les essais, c'est une œuvre titanesque et elle aborde de nombreux sujets comme la nature, l'art, l'homme, la politique, la morale, la mort qui est un thème qui obsède beaucoup Michel de Montaigne. C'est très varié et vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Les réflexions de l'auteur, elles sont mêlées à des petits épisodes autobiographiques ou pseudo-autobiographiques parce que j'ai quand même l'impression que Michel de Montaigne, il s'invente un petit peu une vie, ce qui n'est peut-être pas le cas des Capricornes. Dernière chose, ils cherchent énormément à se protéger. Parce qu'à l'époque, les récits un petit peu autobiographiques, ils étaient montrés du doigt parce qu'on les considérait comme égocentriques, narcissiques. Ils s'expliquent et se défendent énormément là-dessus. En soi, l'objectif, c'est de raconter des petits épisodes de vie dans lesquels beaucoup de personnes peuvent se reconnaître et tirer des leçons universelles sur la société et son fonctionnement. Donc je me dis que cette œuvre, elle peut clairement plaire aux Capricornes. Prochain signe, le Verseau. Le Verseau est un être fortement ouvert au monde. Ses idées vont souvent à contre-courant de la majorité, mais il n'est pas anticonformiste par choix. Il préfère d'abord construire son point de vue personnel avant de se ranger, ou non, d'une manière quelconque à l'avis général. La plupart du temps, son avis est assez inhabituel. Le natif du Verseau tient énormément à sa liberté, et il est capable de la défendre corps et âme. On dit de lui que c'est un original, mais il ne le fait pas exprès pour se rendre intéressant. Bref, vous l'aurez compris, le Verseau mène rarement une vie conventionnelle. Et là, comment dire que j'ai immédiatement pensé au mouvement d'avant-garde, clairement le genre d'auteur qu'on considérait comme un petit peu perché et dans leur monde. Et pour moi, le summum de l'originalité dans la littérature, ça reste le mouvement surréaliste. C'est pourquoi tous les Verseaux, je vous conseille de lire Corps et Biens de Robert Desnos. C'est donc un recueil de poèmes qui a été publié en 1930 et qui appartient au mouvement du surréalisme. À l'époque, on est dans l'âge d'or du surréalisme, c'est-à-dire la période de l'entre-deux-guerres. Et les surréalistes, ils ont un peu leur vision de l'art et de l'écriture, qui est un peu complexe, qui veulent faire naître l'écriture, c'est-à-dire l'action, non pas de la pensée, mais de la non-pensée. Et là, vous allez me dire de quoi tu parles? Je vais essayer d'expliquer. En fait, il s'intéresse aux automatismes et au pouvoir de l'inconscient sur l'art. C'est un gigantesque laboratoire littéraire où les auteurs expérimentent diverses formes, divers jeux d'écriture. On a un véritable travail sur le style et sur le langage. Les surréalistes, ils explorent les possibilités,
mais aussi les limites de ceux-ci. Il prône vraiment la liberté et l'affranchissement de toutes les normes qu'il trouve beaucoup trop classiques et pesantes. Ça correspond complètement au caractère du Verseau puisque c'est une littérature qui est vraiment en marge et très originale. C'est très difficile d'expliquer à quoi peut ressembler la littérature surréaliste, mais je pense que c'est un fouillis artistique dans lequel les Verseaux pourraient vraiment se plaire. Retenez ça, les Verseaux, Robert Desnos, corps et bien. Troisième signe du zodiaque, le poisson. Les poissons, généralement, tout le monde aime bien se moquer de vous, donc je vais essayer d'être tendre, parce que je vous aime bien. Le natif du poisson évolue dans une réalité qui n'est pas celle de tout le monde. Il n'est qu'émotion pure. C'est un être hypersensible, cela représente à la fois un fardeau et un cadeau du ciel pour lui. Souvent, il se passerait bien d'être aussi réceptif à ce qui se passe autour. Ce signe éprouve naturellement de l'empathie pour autrui. En revanche, il est aussi fuyant que l'eau qui représente son élément. On ne peut jamais le cerner complètement. D'ailleurs, il a bien du mal à se définir lui-même. Il accepte ses émotions du mieux possible et il fait confiance à sa bonne étoile. Franchement, la description du poisson, elle est beaucoup trop mignonne. J'ai choisi pour le poisson le recueil d'Alphonse de Lamartine, Méditation poétique. Bah ouais, s'il y a vraiment un genre des émotions, c'est bien la poésie. Et les romantiques, ils aiment bien aussi tout ce qui est émotionnel, un petit peu fleurs bleues, etc. C'est le premier recueil du poète et c'est peut-être pour ça que je ressens une espèce de candeur, d'innocence et de naïveté. Il est publié en 1820 au plein cœur de l'ère romantique. On a beaucoup de descriptions de la nature qui sont mises en résonance avec les émotions du poète. On retrouve le principe de base comme quoi la nature est le miroir de l'homme et je trouve qu'il y a une émotion très saisissante chez Lamartine, une pureté et une authenticité que je ne trouve nulle part ailleurs. On a une recherche et une quête de l'autre mais aussi de soi-même. Il essaye de se découvrir à travers ses voyages mais aussi à travers l'écriture et surtout le symbole du poisson qui est l'eau et qui me fait clairement penser au poème de Lamartine qui s'appelle Le Lac et qui est absolument splendide. N'hésitez pas les poissons à sauter, à nager vers cette recommandation qui je pense vous plaira beaucoup. Et bon, au bout d'un moment on a le droit de chialer aussi. Lamartine ça fait chialer, il perd sa meuf, c'est horrible. Tous les autres signes qui se prennent pour des durs, n'hésitez pas à lire Lamartine et si vous êtes insensible, je vous crois pas. Et en parlant de signes qui se prennent pour des durs, on va passer au bélier. Le bélier est un être qui ne peut pas vivre sans ressentir le feu de la passion. S'il veut quelque chose, il ne réfléchira pas des jours entiers avant de se lancer. Il est toujours dans l'ici et maintenant. Et il fera tout pour obtenir ce qu'il souhaite. Souvent impatient, pour ne pas dire carrément impulsif, c'est un leader né, souvent décrit comme le pionnier du zodiaque, car il n'hésite pas à suivre son instinct et à foncer vers des territoires inexplorés. Le bélier est un signe très passionné qui s'enflamme très vite et qui peut se désintéresser des gens ou des choses tout aussi rapidement. Il peut aimer avec une intensité dévorante, mais très rapidement tomber dans l'indifférence si la passion s'éteint. Bonne ambiance, ceux qui sont amoureux de bélier, faites attention. Mais bon, je fais des vidéos littérature, pas conseil love, donc on va passer à ma recommandation. Quoi de mieux quand on parle d'ici et de maintenant que le théâtre? Bah je vous le demande. Y a pas. C'est le genre littéraire parfait de l'immédiat, de l'éphémère. Et quand on me parle de feu et de passion, je pense immédiatement au drame romantique. Et cette histoire de leader né et de territoire inexploré, ça m'a donné une idée. Et je pense que l'œuvre classique qui peut le plus plaire au bélier, ce sera Hernani de Victor Hugo. Faut savoir que cette œuvre, elle a fait un gros scandale lors de sa première représentation en 1830. C'est une gigantesque dispute entre les anciens et les modernes pour décider si Hernani est la pire ou la meilleure pièce de tous les temps. Parce que Hernani, cette pièce, elle tord le cou aux règles classiques du théâtre, notamment la règle de bienséance qui veut dire pas de sang et pas de sexe sur scène. C'est un gros résumé, hein. Il y a aussi pas manger, pas montrer de choses trop choquantes. Par contre, on a le droit de les dire, mais les montrer, non. Et ça, Victor Hugo, il s'en moque complètement. Pareil pour la règle des 3 unités. En fait, chaque pièce classique devait se tenir en 24 heures, un lieu et une action. Mais ça aussi, Victor Hugo, il a décidé que ce serait pas pour lui. Donc on peut facilement comprendre pourquoi cette pièce, elle a fait pas mal polémique. Et c'est pour ça, selon moi, qu'elle pourra plaire au bélier pour son côté subversif, avant-gardiste, innovant. En plus de tout ça, c'est un drame. On suit à la fois un triangle amoureux dans l'Espagne du XVIe siècle, mais aussi une quête de vengeance et d'honneur. Et je pense qu'il y a assez de drama pour contenter les béliers. Les taureaux
maintenant, vous m'avez donné de sacrés fils à retordre. Pendant mes recherches, je me suis rendu compte que mes a priori sur le taureau, c'était pas du tout vrai. Ou du moins c'est pas du tout la manière dont ils étaient représentés sur le site très fiable que j'ai consulté pour mes recherches. Le taureau est un être réputé pour son calme et son côté très réaliste. On le pense souvent lent, au contraire, il prend le temps d'observer tous les tenants et les aboutissants avant de se lancer dans un projet quelconque. Même s'il est très sociable, le taureau est tout de même un être introverti. Il aime le calme, la solitude et compte peu d'amis. Il préfère davantage se ressourcer auprès de sa famille, sans toutefois révéler beaucoup d'éléments sur sa vie et son petit monde intérieur. Le signe du taureau est très marqué par la peur du manque, la peur de perdre ou d'être dépossédé de quelque chose ou de quelqu'un. Franchement, pour les taureaux, ça a été super simple. J'ai vu le mot réaliste, je me suis dit ok, il faut que tu trouves une œuvre réaliste. Jusque-là, tout se tient. On parle aussi de prendre le temps d'observer, donc je me suis dit que j'allais pas choisir une nouvelle mais un roman. Et j'ai décidé de vous présenter une œuvre de Guy de Maupassant parce que selon moi, c'est celui qui a le plus le goût du détail, du bon détail. Parce que sinon, franchement, la plupart des œuvres réalistes, c'est juste une abondance de détails inutiles. Mais je trouve que vraiment, Guy de Maupassant, il a ce don pour juste mentionner un seul détail, mais qui va être celui qui fait mouche. J'ai vu dans la description la mention de la famille, et c'est ça qui m'a fait penser à l'œuvre de Guy de Maupassant, Pierre et Jean. L'intrigue se déroule au Havre. On a un couple qui a 2 enfants qui sont maintenant adultes. Pierre, le plus vieux, lui, il est diplômé de médecine, et Jean, il vient juste de terminer ses études de droit. Et il va aussi bientôt se marier avec une belle jeune fille de bonne famille. On a l'opposition classique en littérature entre le bon et le mauvais fils. Sauf qu'un jour, un des amis de la famille va mourir et va léguer toute sa fortune au plus jeune. Comme par hasard, pour Pierre, c'est la goutte de trop et il en a un petit peu marre d'être le dindon de la farce de toute la famille. Donc il va mener sa petite enquête. On dit aussi que le taureau, il a peur du manque, de la perte ou d'être dépossédé de quelque chose. Et je trouve que ça correspond assez bien à ce personnage qui en fait n'accepte pas du tout de ne pas toucher l'héritage. Et je ne vous spoil pas la fin, mais bon, j'imagine que vous avez compris avec mon comme par hasard. Voilà ma petite recommandation pour les taureaux, et on va passer au prochain signe. Et là, attention, on s'attaque à du gros, les Gémeaux. Là, désolé, mais les Gémeaux, vous avez beaucoup trop mauvaise réputation. Et je suis pas sûre que je puisse faire ou veuille faire grand chose pour vous sauver de ça. Mais bon, n'oubliez pas, c'est pas moi, c'est le site. Moi, je parle que de livres. Le Gémeaux adore communiquer, mais reste souvent superficiel par rapport au sujet qu'il aborde. Peu importe son âge, il reste toujours jeune de cœur et d'esprit. Avec lui, tout est mouvance, il ne se plaît que dans le changement. Le Gémeaux donne souvent l'impression qu'il ne se lie à rien et qu'il reste dans la superficialité. Il préfère donc échanger de façon très détachée, sans entrer dans les détails. Le natif du Gémeaux est un être curieux de tout, et il fait tout pour satisfaire inlassablement sa soif de connaissance. C'est également un très bon orateur. Plus que tout, il redoute la lassitude et il s'adapte facilement à toutes les situations. J'ai lu jeune, j'ai lu superficialité, donc j'ai pensé immédiatement au roman Le Portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. C'est un roman anglais publié en 1890 et le personnage est clairement superficiel et décadent. Pour le pitch, on va suivre l'histoire de Dorian, qui est un jeune et beau gosse habitant dans la capitale londonienne. Un jour, un peintre va faire son portrait et là, Dorian, pas bête, il fait « Ha ha ha, ce serait cool que je ressemble à ça toute ma vie. » Non, je rigole. Imagine quand même. Le temps passe, il tombe amoureux d'une comédienne mais qui va finir par quitter lâchement. Clairement, il va enchaîner les vices et les coups un peu en douce. Et là, il va se rendre compte que c'est son alter ego sur le tableau qui va prendre les marques du vice et de l'âge. Évidemment, il va tout faire pour cacher son secret, même les choses les plus répréhensibles. Ce roman, il aborde la thématique notamment du double. Et quoi de mieux pour un Gémeaux? Il y a aussi une quête de la jeunesse et de la beauté. Donc je pense que ça ne peut que leur plaire. Je rigole évidemment sur tout ce que j'ai dit sur les Gémeaux. Parce que le portrait de Dorian Gray, c'est quand même vachement cool, hein. On passe au Cancer maintenant. J'espère que ce signe arrivera à nous calmer et à nous mettre d'accord. Parmi les signes du zodiaque, il n'y a pas plus sensible, plus aimant, plus intuitif que le Cancer. C'est un être tellement réceptif à ce qui l'entoure qu'il recherche avant tout la sécurité. En fait, il n'entreprend jamais rien sans penser au bien-être et à la sauvegarde de sa famille. Il est bien souvent d'une extrême gentillesse, toujours prêt à rendre service. Néanmoins, il peut aussi se montrer susceptible si vous avez heurté sa sensibilité. Et il peut bouder un moment s'il est très fâché.
Évidemment, pour le cancer, il me fallait aussi de la poésie. Et qui de plus sensible, de plus aimant, de plus intuitif que Guillaume Apollinaire? Sûrement beaucoup d'autres poètes, mais moi je trouve que c'est lui. On a vraiment une sensibilité, un charme et un élan dans la poésie d'Apollinaire. J'ai décidé de vous parler de ses poèmes à loup. Faut savoir qu'il les glissait dans les lettres pour la femme qu'il aimait alors qu'il était soldat pendant la Première Guerre mondiale. Et là vous allez me dire c'est beaucoup trop mignon et je serai d'accord avec vous. Mais laissez-moi vous préciser quelque chose. On l'a vu, le cancer peut être susceptible et Guillaume Apollinaire l'était un peu aussi, puisqu'on dit qu'il s'est engagé dans l'armée pour faire réagir son amoureuse qui ne lui portait pas assez d'attention. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à bouder et à la faire culpabiliser lorsqu'elle ne répond pas ou pas assez vite selon lui. Franchement, les cancers, je pense que vous allez adorer les poèmes à loup. C'est des jolis mots d'amour, c'est plein d'émotions. Vous me remercierez plus tard. Et là, on arrive sur un signe, attention, attention, le lion. Il faut savoir que j'adore les lions. Tout le monde vous critique, mais c'est parce qu'ils sont jaloux. Fier et généreux, le lion ne passe jamais inaperçu. On le retrouve bien souvent entouré de toute une foule d'amis qui apprécient ses qualités et sa loyauté. Un brin vaniteux, il a besoin du regard d'autrui, pas uniquement pour briller, mais surtout pour se sentir vivre. Le lion est un épicurien. Il compte profiter de la vie à chaque instant et il aime beaucoup faire la fête. Ce signe est rempli d'amour et il sait se montrer très généreux envers lui-même et aussi envers ceux qu'il aime. Néanmoins, le lion est réputé pour sa fierté. Il ne supporte pas de perdre la face et il fera en sorte de ne jamais courber le dos devant personne. Pour le lion, il me fallait déjà un roman, un gros roman, un truc noble, un truc vraiment important. De la bonne littérature classique. J'aurais pu prendre un grand roman à la Dumas. D'ailleurs, c'est ce que je pensais faire au début, mais j'ai repensé à un roman d'Honoré de Balzac, Illusion perdue. Et je pouvais plus me résoudre à prendre autre chose. Illusion perdue, c'est un roman feuilleton comme on les adore au 19e siècle. Il n'y a pas plus festif, plus exubérant, plus libéré. Puis j'utilisais le terme tonitruant. Clairement, le 19e siècle, c'est tonitruant, comme les lions. On suit le personnage de Lucien, qui est un auteur beau, jeune, ambitieux, mais provincial. Et comme tout auteur provincial qui se respecte, il va vouloir tenter sa chance à Paris. Il est prêt à tout pour réussir, il dépense énormément dans un train de vie qui est extrêmement luxueux, tant dire que ça va un petit peu se retourner contre lui. Bien fait pour toi le lion. Je rigole, je vous adore. On passe au suivant. La Vierge maintenant. J'ai une tonne d'amis qui sont vierges et je les adore, hein, mais j'arrive pas à les comprendre. La Vierge est réputée pour être une éternelle perfectionniste et c'est peu de le dire. Pour elle, le plus important est de toujours être dans la certitude et dans la retenue. Autrement dit, elle ne se contente jamais d'un à peu près et vous ne la verrez que rarement faire le clown pour amuser la galerie. La Vierge a une sainte horreur de l'imprévu. Toute sa vie est organisée, millimétrée, sécurisée afin que rien ne vienne la perturber ou l'angoisser. Très modeste, elle n'aime pas être mise en avant et préfère conserver une certaine distance avec les personnes ou les domaines qu'elle ne connaît pas assez. De plus, elle redoute de réagir sur un mode émotif et préfère cacher ses émotions car elle n'est pas à l'aise pour les gérer en public. Éternelle perfectionniste, sans cesse dans la certitude et dans la retenue, ce qu'ils ont besoin, c'est clairement d'une bonne tragédie classique. Franchement, sainte horreur de l'imprévu, millimétrée, organisée, les vierges, ce qu'il vous faut, c'est du Racine, c'est sûr. Il y a des règles bien rigides, vous savez où vous allez. Bon, sécuriser, peut-être pas, parce que tout le monde meurt à la fin généralement et n'est pas là pour amuser la galerie. Ça correspond clairement à Racine. Hein. Racine, il plombe l'ambiance. C'est bien deep, ça te retourne le cerveau. T'arrives à te poser des questions genre « Bordel, mais à sa place, est-ce que je me marierais avec ce roi sanguinaire ou alors je laisserais mon fils se faire déporter ?» Bon ok, peut-être que personne ne se pose ce genre de questions. Bref, pour la Vierge, on part sur une bonne tragédie racinienne. Et j'ai choisi, je pense, la plus clean et la plus raisonnable de toutes, Bérénice. Bérénice, c'est l'histoire de Bérénice, jusqu'ici tout le monde suit, qui est reine de Palestine, et de Titus, qui est empereur de Rome. Il est amoureux d'elle et il espère l'épouser, mais bon, la loi romaine, elle est claire à ce sujet, les empereurs ne peuvent pas épouser des étrangères. Et là, c'est le drame. On est face à un dilemme bien tragique, l'amour ou l'honneur. Faites vos jeux. Je pense que c'est un classique de la littérature française qui pourrait plaire à tous nos amis de signe vierge. On passe à présent aux balances. J'en connais peu mais elles sont cool. Enfin, jusqu'à ce qu'on leur demande de faire un choix,
Genre de choisir entre un sandwich au thon ou un sandwich au poulet, et là vous êtes parti pour les balances quoi. La balance est un signe très sociable. Pour elle, c'est toujours un plaisir de faire de nouvelles connaissances. Elle est capable de voir la beauté en toute chose. En fait, elle déteste ce qui ne répond pas à son désir d'harmonie et elle s'efforce d'atteindre l'équilibre dans tous les domaines de sa vie. La balance supporte très mal la solitude. Elle a tellement d'amour à donner et à recevoir qu'il est inenvisageable de n'avoir personne avec qui le partager. S'unir aux autres est donc une de ses valeurs fondamentales. Elle est sensible à toutes les formes d'association, amicales, professionnelles, collaboratives, etc. Par souci de toujours prendre les meilleures décisions, ce signe est constamment dans l'hésitation et son indécision peut s'avérer vraiment pesante pour son entourage. Pour cette recommandation, j'ai gardé en tête l'un des pires défauts de la balance qui est l'indécision. Je me suis dit que j'allais donc trouver le triangle amoureux le plus insupportable de toute la littérature française. J'ai nommé La princesse de Montpensier. Ceux qui ont passé leur bac en 2019-2020 et qui avaient la spécialité littérature, on est d'accord, c'était insupportable. Bref, une fois que j'ai repensé à la princesse de Montpensier, tout a cliqué. Je vais vous présenter l'ouvrage pour ceux qui ne me connaissent pas. Publié en 1662, La princesse de Montpensier est une nouvelle écrite par Madame de La Fayette. L'intrigue se déroule pendant les guerres de religion entre catholiques et protestants, ces guerres qui ont déchiré la France au XVIe siècle. On suit donc l'histoire de la princesse de Montpensier qui est mariée à un homme mais qui aime encore secrètement son amour d'enfance. L'intrigue tourne à peu près autour de ça, et de la fameuse question qui nous maintient tous en haleine, va-t-elle choisir la raison ou la passion? Et cette recommandation, elle correspond aux balances à deux niveaux. D'abord au niveau de l'autrice, puisque Madame de La Fayette était extrêmement sociable, elle organisait des salons littéraires chez elle, et elle prenait part à différents événements littéraires de l'époque. Elle adorait discuter, partager, débattre autour de la littérature. Évidemment, ça correspond aussi au niveau de l'intrigue, avec ce fameux triangle amoureux qui nous prend la tête, enfin triangle, carré, ou je ne sais pas quelle forme, qui aurait 3 milliards de côtés puisque tous les hommes de l'histoire aiment la princesse de Montpensier. Qu'a-t-elle fait pour être aussi incroyable? Franchement, je me souviens plus très bien, mais je crois que c'est pas grand-chose. L'héroïne, comme la balance, elle expérimente tout un tas de relations différentes. Des amis, un mari, un amant, un admirateur, un précepteur. Elle a tout ce qu'elle veut, ou qui elle veut. Un peu doux amer ce souvenir de lecture. On passe maintenant à l'avant-dernier signe qui est le scorpion. Les scorpions, ils n'ont pas une grosse fanbase, mais moi je les aime bien. Le scorpion possède une personnalité complexe. Il a souvent tendance à se montrer entier et intransigeant. À vrai dire, il n'admet ni les compromis ni la faiblesse. Ce n'est pas le genre de personne qui porte un masque social afin de se faire accepter par autrui. Il considère que pour être soi, il est hors de question de jouer un rôle. Son credo est de se montrer tel qu'il est, peu importe si cela plaît ou non. Le signe du scorpion ne cherche pas à se faire aimer, il veut simplement qu'on le voit de façon objective, avec toutes ses forces et ses faiblesses. Je ne sais pas pourquoi, mais pour le scorpion, je voyais du théâtre dès le début, très proche des émotions, très authentique. Et comme je l'ai dit, le théâtre, c'est vraiment le genre littéraire du ici et maintenant. C'est un genre qui est très brut et très intense et je pense que ça correspond beaucoup au scorpion. Et maintenant, il fallait décider quel type de théâtre. Alors le scorpion n'est ni tragédie classique, ni drame romantique, encore moins comédie. Non, le scorpion, il fait revenir à la base le théâtre antique. Celui qui te prend aux tripes et qui va pas se perdre dans les faux semblants. Et j'ai relu la description du scorpion. Ne cherche pas à se faire aimer, hors de question de jouer un rôle, n'admet ni les compromis ni la faiblesse. J'ai pensé, mais alors direct, à la pièce de théâtre Médée de Sénèque. Cette pièce, elle date de l'Antiquité romaine et elle s'inspire du mythe donc, de Médée. Délaissée par son mari qui l'abandonne pour une femme beaucoup plus jeune, Médée, elle se sent complètement trahie et abandonnée. Elle est désemparée, elle sait pas quoi faire, elle est hyper triste. Mais ni elle, ni le monde sait que derrière cette femme se cache une violence et une rage inouïe. Elle est prête à tout pour se venger de son mari. Et pour cela, elle décide de tuer ses 2 enfants. Elle agit avec une froide détermination, elle se fiche complètement de ce que peuvent penser les autres. Et voilà, elle a son objectif en tête, aussi sombre soit-il, et rien va la dévier. J'ai lu d'ailleurs sur internet à propos des scorpions que lorsqu'ils tombent amoureux, ils ont tendance à idéaliser énormément la personne et ils finissent souvent déçus parce que le décalage entre le fantasme et la réalité est beaucoup trop
fort pour eux. Finalement, je me suis demandé qui est plus Scorpion que Médée. Dernier signe du zodiaque et pas des moindres, le meilleur, le Sagittaire. Le Sagittaire est un être profondément optimiste, tout en démesure et en excès. Il voit tout en grand et ne s'impose jamais de barrières infranchissables. Pour le Sagittaire, tout est question d'exploration et d'apprentissage. Il voudra toujours regarder plus loin que les frontières réelles ou symboliques existantes. S'il le pouvait, il irait faire le tour du monde immédiatement. C'est pour cela qu'il voyage très fréquemment, autant physiquement que mentalement. Le Sagittaire ne tient pas en place, il a toujours le besoin de bouger. Ce signe a toujours tendance à vouloir se dépasser car il ne supporte aucune limite. Pour lui, la vie représente une aventure et il a bien l'intention d'en découvrir tous les mystères. Si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, c'est sûrement que vous êtes Sagittaire ou alors que vous êtes hyper intéressé par ce que je dis, ce qui est aussi plutôt cool. Pour celui-ci, mon choix était limpide parce que je me connais. S'il le pouvait, il ferait le tour du monde immédiatement. Sérieusement? Non, franchement, c'était hyper facile. Le tour du monde en 80 jours. Par nul autre que le maître du roman d'aventure, Jules Verne. Publié en 1872, c'est l'un des romans le plus connus de Jules Verne, comme De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la Terre, ou alors 20 000 lieues sous les mers, dont j'ai parlé dans ma vidéo Révision brevet sur la science-fiction. Petit résumé du roman Le Tour du monde en 80 jours. C'est l'histoire de Phileas Fogg, un homme plutôt riche et qui vit à Londres. Et là, il voit qu'une entreprise de transport assure qu'il est désormais possible d'effectuer le tour du monde en 80 jours. C'est le titre du roman, si jamais. Les collègues de Phineas, ils sont en mode « ha ha ha, impossible !» Et Phineas, en bon Sagittaire qu'il est, c'est pas écrit dans le roman mais j'en suis sûre, mais il leur dit impossible, je vais le faire. Il va partir dans un périple complètement fou, prendre une tonne de moyens de transport différents, va découvrir plein de pays. Franchement, est-ce qu'il y a plus grandiose et digne d'un grand voyageur que ce roman? Je pense pas. Amis Sagittaire, embarquez sans hésiter avec moi dans cette folle aventure à la découverte du monde. Et tous les autres signes, hein, évidemment, si des Gémeaux veulent venir, vous êtes les bienvenus. Pareil, les Capricornes, vous avez pris tarif, hein, c'est le moment de montrer que vous êtes des grands fous dans votre tête. Voilà, on vient de terminer ce tour littéraire et astrologique à 360. J'espère que ces recommandations vous auront plu. Et évidemment, si c'est pas votre signe astro, mais qu'il y a un livre qui vous dit, lisez-le, ça peut être cool. Ne soyons pas esclaves de nos signes. Non mais c'est une blague. À quoi ressemble cette fin de vidéo? À rien du tout. Si vous avez aimé mon travail, likez et abonnez-vous si c'est toujours pas fait. D'habitude on est un peu plus sérieux, hein. On parle pas d'astrologie, je vous jure. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!